Bonjour les sixièmes, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons clore notre chapitre sur habiter les métropoles et les villes en s'intéressant aux villes du futur. Ces villes du futur, elles nous concernent, elles vous concernent parce que finalement, c'est les villes dans lesquelles vous allez vivre. À toutes les époques, on a réalisé que la ville était un élément extrêmement important de notre structure. À partir du moment où l'homme a commencé à créer les premiers marchés, ces villes ont concentré un certain nombre d'activités relativement importantes. Et à toutes les époques aussi, on a commencé à envisager à quoi ressemblerait une ville dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Les travaux les plus fantaisistes avec la naissance finalement de la science-fiction, avec la fantaisie, vont permettre aussi de créer des villes un petit peu particulières. Alors on va regarder d'abord dans un premier temps différents types de travaux. Vous avez ici une parution de 1925 dans un magazine américain qui vous présente comment on imagine qu'en 2050, une ville américaine pourrait être organisée. Dans ce projet, on imaginait que, dans de grandes tours, les populations allaient s'installer et qu'on allait créer des strates, donc des niveaux, qui allaient organiser cette ville, avec les espaces de loisirs, des espaces de travail, des espaces pour apprendre, donc les écoles pour vous, et bien entendu, tout en haut pour profiter de la lumière et du soleil, nous aurons les quartiers d'habitation. Dans ce projet, on imagine que les villes sont reliées entre elles par des aérodromes et des aéroports urbains qui permettent d'envoyer des aéronefs d'une ville à une autre pour que les populations se déplacent en polluant le moins possible. On imaginait aussi que même au niveau de la rue, on avait des strates avec des zones pour les piétons, des zones pour les véhicules lents, des zones pour les voitures, des zones finalement toujours pour les véhicules lents mais où on fera passer les camions pour approvisionner la ville sans gêner les piétons, et même des transports en commun tout en bas. L'idée, c'était finalement que la ville doit être la plus agréable possible et répondre au mieux aux besoins de la population. Alors on imaginait une ville en 1950, nous à notre époque ces villes ressemblent absolument pas à ça 70 ans plus tard, et pourtant toutes les époques ont donné leur projet. Si on prend cette fois-ci la France, en 1930, Le Corbusier, un architecte et un urbaniste, a proposé de transformer le centre de Paris. Son projet, il le calque sur quelque chose qui a eu lieu au XIXe siècle. Au XIXe siècle, Paris était relativement étroite, était relativement sale, vieillotte, et le baron Haussmann a rasé une partie du centre pour construire des immeubles plus modernes, pour loger la population. Et Le Corbusier, en 1930, avait la même idée. On conservait les grandes idées, l'île de la Cité, le palais du Louvre, mais son idée, c'est de raser toute une partie du centre et de le transformer avec de très hautes tours dans lesquelles les populations vont pouvoir s'installer et sans doute travailler et avoir une partie de leur loisir. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle des archéologies. Alors tous ceux qui ont regardé des mangas un petit peu futuristes, vous en voyez régulièrement. Dans ces archéologies, l'idée c'est qu'une population peut y vivre, y travailler toute sa vie pratiquement sans avoir besoin de sortir. L'idée de mettre ça en place, ça aurait été de créer des espaces blancs, ici, qui auraient pu être remplacés par des parcs, des zones finalement pour faire d'autres projets, tout en gagnant de la place et en permettant à une population de plus en plus nombreuse de s'installer à Paris. Ce projet n'a pas été mis en place puisque, quelques années plus tard, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu d'autres projets, d'autres perspectives à faire surtout. Troisième modèle, plus récent, ici vous avez une capture d'écran du film Le cinquième élément de Luc Besson. Dans ce film, Luc Besson part du principe que, dans un futur plus ou moins proche, on construira encore ces gigantesques gratte-ciels, ces archéologies, qui permettront aux gens de vivre et de se déplacer à l'intérieur, avec des passerelles pour relier les tours entre elles, la technologie qui évolue avec des voitures volantes ou reliées qui permettent aussi de se déplacer, puisque la technologie et les matériaux sont des choses essentielles si on veut moderniser la ville. Et Besson, par contre, part dans une optique relativement sombre, puisque pour lui, le bas de ces tours serait plongé finalement dans une brume perpétuelle avec la pollution pour les pauvres, et les plus riches, eux, seraient en hauteur, proche du soleil, avec des zones beaucoup plus pures. Donc ce projet nous montre bien quelque chose d'essentiel, c'est qu'à toutes les époques, on a réalisé que vivre dans les villes, ça implique énormément d'enjeux. Ça implique des complications et des défis qu'il faut pouvoir surmonter. Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, on se rend compte, avec ce document, que la population mondiale, certes, elle augmente fortement. On voit qu'on était 650 millions en 1700, qu'on projette d'être 9 milliards 500 millions en 2050, mais que si cette population augmente vite, le nombre d'habitants dans les villes augmente encore plus vite. C'est-à-dire que si actuellement nous sommes à peu près 55% des êtres humains vivent dans les villes, 65% vont vivre dans des grandes métropoles d'ici 2050, donc dans à peine 30 ans. Ça implique un certain nombre de défis. Déjà, où loger cette population? Vous avez ici une photo qui vous présente le plateau de Gizeh, sur lequel vous avez les pyramides qu'on a étudiées en classe, et on voit que petit à petit, la ville du Caire est en train de grignoter l'espace tout autour, un espace pourtant constitué de désert. Donc ça veut dire que non seulement les zones fertiles sont remplacées par des villes, mais que même le désert l'est aussi, ce qui implique des coûts financiers, ce qui implique aussi un certain nombre de technologies pour pouvoir permettre à ces bâtiments, à ces quartiers de tenir. L'idée, c'est aussi que les populations doivent pouvoir profiter au maximum du développement de quartiers, mais sans nuire à la population. Ici, vous avez un bidonville qui montre bien que tout le monde n'est pas forcément accueilli à la même enseigne dans les cités. Ici, on manque cruellement d'infrastructures, d'énergie, d'eau, de moyens sanitaires, d'écoles, ce qui fait que certaines populations vivent dans des conditions parfois extrêmement sordides. Et ça a une conséquence assez folle sur la population avec des tensions, avec une pauvreté et généralement une criminalité. Un certain nombre de projets ont pu être mis en place un peu partout dans le monde, ou sont encore en projet. L'idée, c'est qu'il faut utiliser les technologies, il faut utiliser les matériaux pour se développer et favoriser un développement de ces villes. Vous avez ici un premier projet, qui est le projet Lilipad, qui a été proposé à la ville de Monaco. Monaco, elle est accrochée à sa falaise, et il n'y a plus de place. Donc l'idée, c'est de créer des terre-pleins, accrochés au fond marin, qui permettront de développer de nouveaux quartiers, des éco-quartiers, qui tiennent compte finalement du développement durable, et qui prennent l'idée qu'avec des matériaux et de l'isolation, on peut vivre mieux en consommant moins. On a aussi l'idée que créer des villes connectées, ça peut être intéressant. Sur ce petit croquis, on vous a représenté un téléphone portable et on vous marque finalement tout ce que vous pourriez faire en étant connecté avec une ville intelligente, une smart city, smart voulant dire intelligent en anglais. Finalement, on vous dit que grâce à une ville connectée, vous pourrez prendre les informations beaucoup plus facilement. Vous pourrez être informé en temps réel du trafic dans la ville et comment s'organisent finalement les feux pour trouver, comme pour votre GPS, le chemin le plus pratique, le plus efficace. Vous pourrez être au courant des vidéosurveillances pour votre sécurité. Comment est éclairé tel ou tel quartier, encore une fois pour votre sécurité ou pour votre shopping, et où vous pourrez communiquer facilement. Tous ces projets impliquent donc que les États, que les architectes, que les scientifiques se penchent sur les villes avec des politiques de la ville. Ces politiques de la ville, elles peuvent reposer soit sur des projets encore relativement simples. Vous avez ici le métro-câble de Medellín, qui montre comment, avec un simple, finalement, câble, et avec des funiculaires, on peut relier en bas le centre-ville de Medellín en Colombie, avec en hauteur les quartiers pauvres de tous ces gens qui doivent travailler, qui descendent en utilisant moins d'énergie et en faisant moins de bruit finalement. Ces matériaux sont assez insonorisés. Et ça doit permettre aux populations des quartiers pauvres d'aller dans le centre-ville et, le cas échéant pour aller travailler n'importe où, utiliser les métros ensuite. En dessous, vous avez déjà une petite prouesse un peu plus en technologie, mais encore gérable, c'est la création, dans la décennie 2010, des fermes Loufa à Montréal. Ces fermes, elles partent du principe qu'on doit pouvoir installer sur le toit des immeubles de la ville de Montréal, au Canada, des fermes urbaines, dans lesquelles on va faire pousser des légumes, des fruits, des plantes, mais de saison, pour que toute la population puisse en profiter avec des paniers livrés, que cette population consomme à moindre coût des produits de meilleure qualité, et surtout des produits qui doivent être en lien avec la saison, pour réhabituer les gens à consommer selon le temps de l'année, et consommer local, pour limiter aussi leur empreinte carbone, donc leur pollution.
Certains projets font appel à de la technologie et des matériaux qui sont un petit peu plus élaborés. Vous avez ici notamment un projet, le projet modulaire à Grenoble, qui imagine qu'en 2030, on va réutiliser sur le boulevard Joseph Vallier le tracé du tramway actuel pour mettre en place à nouveau un funiculaire qui permettra de se développer selon les quartiers. Là, on voit qu'on a mis une technologie et des matériaux plus résistants, plus isolants, pour profiter de tout ça. L'idée, c'est ramener aussi un peu de verdure en ville, même si ça peut avoir parfois des conséquences, et aussi d'avoir des déplacements et une mobilité beaucoup plus verte, beaucoup plus soft, on pourrait dire, en termes anglo-saxons. L'idée, c'est de polluer moins, que toute la population en profite, et faire en sorte que les gens puissent se déplacer et trouver tout dans leur quartier dans les meilleures conditions possibles. En dessous, vous avez le projet Smart City, qui est en cours actuellement à Paris, et qui imagine comment, avec la technologie et les matériaux, faciliter la vie de Paris et la rendre autosuffisante. Donc lui permettre de consommer le plus local possible et le moins possible de ressources extérieures. L'idéal, c'est de consommer aussi des ressources réutilisables. On voit ici un bateau mouche qui est censé pouvoir se déplacer avec des panneaux photovoltaïques, on les voit à l'arrière, pour avancer facilement. Et on voit ces ponts qui sont transformés avec de gigantesques turbines qui probablement servent à capter le CO2 pour le transformer en O2, donc en oxygène, de la végétalisation qui permet là encore d'assainir la ville, probablement d'assainir l'eau aussi, et tout bêtement, l'idée c'est qu'on peut faire là aussi des fermes urbaines pour nourrir la population parisienne. Si on avait d'autres images du Paris Smart City de 2050, on voit qu'on construit aussi des tours qui peuvent évoluer avec le temps. On pourrait rajouter des alvéoles au fur et à mesure pour rehausser en fonction de la population. L'idée, c'est de se baser sur ce qu'on appelle le développement durable. Alors le développement durable, c'est l'idée que toute société a besoin d'économie, d'environnement et de société, donc de social, entre guillemets. Donc la société, c'est tout ce qui est l'humain, la satisfaction des besoins. L'environnement, c'est votre biodiversité. Et l'économie, c'est créer des richesses. Si on se base sur l'un de ces trois piliers, on va fragiliser les autres. Soit on va être très riche, mais dans un monde où les gens sont pratiquement des esclaves et où tout est déforesté. Ici, on serait relativement pauvre et on vivrait en tribu. Et ici, finalement, on serait pauvre, mais on cohabiterait ensemble, mais dans un environnement extrêmement dégradé. L'idéal, c'est de piocher un petit peu dans chacun de ces piliers pour aller le plus vers le cœur de la cible, un développement durable. S'assurer que on va pouvoir se développer sans remettre en cause le développement des générations futures. Le projet initiative FabCity s'est développé sur ce modèle-là. Ces FabCity doivent tenir compte de l'environnement, du social et de l'économique pour permettre à une ville de vivre correctement, d'être viable, donc durer dans l'avenir, et permettre finalement à chacun de profiter du système. L'idée, c'est que par la technologie, par la recherche et l'implication de chaque acteur, que ce soit l'État, que ce soit les architectes comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout qu'avec les habitants, les citoyens, on doit pouvoir mettre en place des façons de vivre qui nous permettront de nous développer sur du long terme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, c'est vrai que quand on pense à l'avenir, il y a différentes écoles. Si vous regardez en haut, vous avez une image d'un dessin animé des années 60 qui s'appelait La famille Jetson. Et dans la famille Jetson, vous avez une famille qui vit dans un monde ultra connecté, où vos moindres petits besoins sont satisfaits par des robots, par la technologie, où on vit quand même relativement mieux. À titre d'exemple, le père Jetson est censé travailler 3 heures par jour, 3 jours par semaine. Donc finalement, c'est quand même beaucoup de loisirs et beaucoup de plaisir. Ça, c'est dans les années 60 où on avait beaucoup de ressources, où il n'y avait pas encore l'idée du changement global, et on était plutôt optimiste sur l'avenir. A l'inverse, vous avez une deuxième photo qui vous présente le film Elysium, qui lui date des années 2010, et qui envisage un avenir beaucoup plus sombre, avec des tours où les gens s'installent où ils peuvent, avec des ressources qui ont pratiquement disparu, et surtout un écosystème pratiquement mort. Pourquoi ? Parce que actuellement, avec les ressources qui se raréfient, avec la population de plus en plus importante qui nécessite des aménagements, qui nécessite d'être assainie, c'est beaucoup plus compliqué d'envisager que la vie en ville va être agréable. On note d'ailleurs que, si on a parlé d'exode rural dans le chapitre précédent, de plus en plus de gens
imagine que vivre à la campagne, ça permettrait d'avoir une vie meilleure. Donc, développer la ville du futur, c'est essayer d'aller vers une ville agréable, un mode de vie agréable, et surtout éviter les scénarios catastrophes. Alors on va clore ce petit sujet, je vais vous montrer une vidéo d'un film que vous avez sans doute vu pour beaucoup d'entre vous, et qui va nous servir pour un petit projet. Alors normalement ce projet vous le faisiez en groupe, mais là avec le confinement, vous allez faire une version simplifiée et individuelle. Pour ce projet, vous allez travailler sur une ville du futur. Alors cette ville du futur, je vais vous en proposer plusieurs, et pour chacune d'entre elles, vous aurez des avantages, des inconvénients, et des choses qui pourront vous aider. Toutes ces choses devront être étudiées et utilisées à l'intérieur de votre travail. Pour ce faire, vous aurez une fiche support que vous aurez à compléter, à réduire petit à petit, je vous la fournirai dans la semaine, et je vous laisserai 3 semaines pour pouvoir travailler tranquillement. Vous allez devoir choisir 3 thèmes pour ceux qui sont plus à l'aise, ou 2 thèmes pour ceux qui ont plus de difficultés, pour vous lancer des défis. Ces défis peuvent être de tout type, ça peut être la gestion des déchets, ça peut être les télécommunications, ça peut être nourrir la population, vous verrez, il y a toute une liste. Et vous allez me faire une recherche pour imaginer comment, si vous viviez en 2054, vous auriez pu transformer votre ville, ou le projet de la ville que je vous ai fourni, pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Et vous devrez m'expliquer comment vous y êtes pris, quels matériaux vous utilisez. Vous aurez le droit d'utiliser des images, vous aurez le droit de faire des recherches, vous aurez le droit de travailler dans les meilleures conditions possibles pour me faire une petite proposition sur une fiche qui fera une page à peu près. Vous avez la possibilité aussi, encore une fois, de me faire une maquette, je vous en montrerai plusieurs. Alors on va faire une petite pause là, et je vais passer donc à la petite vidéo qui va vous montrer justement un petit peu une ville du futur, imaginée, tout simplement, en dessin animé. Vous reconnaissez peut-être une image du film Zootopie. Alors dans ce film Zootopie, on part du principe que c'est un monde imaginaire dans lequel les habitants sont anthropisés, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont un caractère et une façon de vivre comme les êtres humains. Déjà, ils marchent sur 2 pattes, ils parlent comme tout le monde, et la capitale de leur monde, Zootopie, doit répondre aux besoins de chacun d'entre eux. Là, on va suivre finalement les péripéties d'un des 2 personnages principaux, la petite lapine, qui quitte sa campagne, donc qui fait ce qu'on pourrait appeler notre fameux exode rural, et qui va quitter Bunnyborough pour aller s'installer à Zootopie. Alors, j'ai coupé le son pour éviter Shakira, je suis désolé, mais moi j'en peux plus. Et on va parler au fur et à mesure pour voir un petit peu quels sont les défis liés à la population d'une ville dans un futur. C'est bon, on est parti ? Allez. Hop. Donc désolé Shakira, on t'entendra pas. Donc on voit que cette ville elle est reliée aux campagnes voisines par des modèles de transport en commun. Ici, un train. Et notre petit personnage arrive donc vers cette grande capitale, cette grande métropole qui est Zootopie. Cette ville elle est constituée de différents terrains, avec différents types d'habitants, que ce soit d'un point de vue ethnique, alors ce serait racial pour eux, puisque ce sont des races d'animaux, et aussi avec des strates sociales différentes. Et le petit personnage va traverser les différents quartiers où on voit différents types de populations qui doivent apprendre à cohabiter en utilisant au mieux leur environnement, les matériaux qui sont sur place. On peut s'adapter pour correspondre à un environnement, on peut le transformer au mieux, et surtout il faut qu'il y ait un lien entre les différents quartiers. C'est important qu'il y ait une forte mobilité. Une ville, c'est apprendre à gérer les climats, les risques, qui peuvent être très importants et qui doivent être intégrés au projet et être intégrés au plan. Une ville, c'est permettre à tous les habitants de vivre dans les meilleures conditions possibles, même dans les conditions les plus diverses. Ici, on voyait le petit transport avec ces gens qui étaient sur des blocs de glace. 3e quartier, ici on voit qu'il faut gérer l'eau pour qu'elle soit pure, qu'elle puisse être consommée par chacun des habitants de la ville. C'est quelque chose qui est très important finalement, l'écosystème d'une ville. Comment s'en protéger, comment en faire profiter à chacun, et comment s'assurer qu'il est dans les meilleures conditions et les meilleures qualités possibles. Se développer avec différents moyens multimodaux. Vous aviez ici un aéronef, vous avez toujours le train qui s'est transformé finalement en tram, des voitures, des quartiers qui se développent en hauteur avec des hautes tours, et pourtant il y a des maisons dans Zootopie. Des nœuds de transport multimodal où on va à la fois pouvoir quitter la gare et rejoindre d'autres moyens de transport,
mais qui relie des populations extrêmement différentes, ne serait-ce qu'ici par la taille, par les espèces, par la richesse, par les activités. On a des gens qui travaillent, on a des gens qui sont en loisirs, des gens qui se déplacent simplement. Et il faut satisfaire les besoins de chacun en fonction de leur mode de vie, de leur cadre de vie. Il faut nourrir les habitants de cette ville. Chacun ne mange pas de la même façon, on a des besoins différents. Et il faut permettre à toutes ces populations d'avoir des loisirs, de travailler, mais surtout de vivre dans les meilleures conditions possibles. Hop. Finalement, Zootopie, c'est un bon exemple de ce dont on a besoin pour développer une ville du futur. Ça peut vous servir de trace, de support, de moyen de réflexion, et vous aurez vous aussi à imaginer un petit peu votre ville du futur. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très vite pour la suite des cours. On va repasser en histoire cette fois-ci. Bonne journée à tous!